Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des prix du tourisme à cheval, qui comprend également le prix de l'aventure et le coup de cœur randonnée à cheval. Alors cette année, il y a une nouveauté, c'est que ces prix du tourisme se déclinent en deux catégories, dans un souci d'égalité entre les candidats. L'un est destiné plutôt aux petites structures qui portent également, bien sûr, un dossier qui a la même valeur que les autres, et pour les grandes structures, une catégorie qu'on a appelée plein cadre, donc qui ont un peu plus de moyens. Voilà. Alors 32 dossiers ont été reçus à la rédaction du magazine Randonnée à cheval, et un jury a sélectionné 10 candidatures, 10 dossiers sur ces 32, suivant des critères que Claude va maintenant nous détailler. Oui, bonjour. Alors, 4 critères ont permis de déterminer les sujets qui ont été retenus. Premier critère, la présentation. Il était nécessaire que les différents dossiers soient présentés sous forme de photos ou sous forme de vidéos. Deuxième critère, l'originalité. Troisième, le fond du projet. Et quatrième, bien sûr, une note subjective. Alors, le jury, on a demandé au jury de donner une note de 0 à 10 pour chacun de ces critères. Donc, pour chaque sujet présenté, seront attribués 40 points au maximum. Alors, de quelle manière, Claude, vont se dérouler ces prix du tourisme? Alors, chaque candidat présélectionné aura 5 minutes pour présenter son sujet, mais alors 5 minutes montre en main. À partir de 4 minutes 30, je leur dirai attention, il ne reste plus que 30 secondes. Tu pourrais dire quel geste tu fais exactement? Un geste, je leur dirai hop, plus que 30 secondes pour ne pas excéder le temps imparti. Et ensuite, il y aura 5 minutes au jury, aux membres du jury, pour poser des questions. Attention, 5 minutes maximum. Entre la question qui est posée et la réponse, 5 minutes au maximum. Alors, soyons concis. Alors, l'année dernière, ça s'était un petit peu, pas passé tout à fait comme ça. Les candidats débordant très souvent lors de leur présentation d'une minute ou deux. Donc, c'est autant de temps en moins pour les questions du jury. Et donc, il faut que les candidats aient à l'esprit que ça peut les pénaliser. Donc voilà, c'est un petit peu libre, mais c'est encadré. Les candidats sont cadrés, c'est bon? Bien, je vais maintenant vous présenter les membres du jury. Alors, en tout premier lieu, je remercie Marc Lotka d'être présent à notre... on peut l'applaudir, je pense. D'être présent lors de ces remises de prix. Et il a accepté d'en être le président d'honneur. Merci Marc. C'est une figure du tourisme équestre, Marc Lotka. Alors, je vais être obligé de mettre mes lunettes pour lire parce que c'est écrit tout petit. Alors, les membres du jury que je vous indique sont classés par ordre alphabétique. D'accord? Donc, Clémence André, qui est responsable communication du Salon du Cheval de Paris. Clémence qui est là, devant nous, voilà. Christelle Baudet, qui était donc notre prix de l'aventure 2013. Tu peux te lever, Clémence. Christelle, pardon. Alixane Chambrier, qui est l'assistante de Clémence André, qui est assistante communication du Salon du Cheval de Paris. Elle est au travail. Voilà. Hervé Delambre, qui est président de la Fédération internationale de tourisme équestre. Merci Hervé d'être là. Bien connu également. Notre confrère Christophe Hercy, qui est rédacteur au magazine Cheval Pratique. Merci Christophe d'être là. Alain Libéros, on se connaît bien, c'est la Commission européenne, chef d'unité adjoint à la politique du tourisme. Jean-Yves Loup, qui est président du comité régional de tourisme équestre d'Île-de-France. Claude Lux, à mes côtés, qui est écrivain, conseiller technique du magazine Randonnée à cheval. Votre serviteur. Anne Mariage, qui est une grande figure du tourisme équestre, on l'applaudit. S'il en est, s'il en est. Cavalière Aulancourt, ancienne dirigeante des Chevauchés de la Bitarelle, écrivain et créatrice de Cheval d'aventure. À toi. La liste. S'ensuit Jean-Michel Milcan, ici présent, qui est directeur de la publication du magazine Randonnée à cheval.
Pierre Miriski, qui est là, qui va se lever, voilà, qui est rédacteur en chef du même magazine Randonnée à cheval. Ensuite, Bernard Pavie. Bernard Pavie. Ah. Alors Bernard ouais. est occupé pour l'instant à une conférence de presse sur l'écurando 2015. Donc il va nous rejoindre dès que possible. Il est président, bien sûr, du Comité national du tourisme équestre. Et Sylvie Rizzo, de l'IFCE, elle est là, toujours parmi nous, déléguée nationale loisirs. Voilà, bien, nous allons commencer ce grand oral en appelant le premier candidat. Alors on va commencer par tous les dossiers plein cadre, avec en premier lieu, nous appelons les Chevauchés du Sud, Ataka. Alors les membres du jury, sachez que vous aurez 4 notes à donner pour chaque candidat. Sortez vos stylos et allons-y. Bonjour. Bonjour. Vous avez les micros, là, vous allez pouvoir... Donc 5 minutes maximum. Si vous voulez. Chronomètre. Alors, la Grande Chevauchée du Sud, on va laisser présenter l'association. Parle plus près. On va laisser présenter l'association Ataka, la Grande Chevauchée du Sud, à Amélie. Vous entendez? Alors en fait, le projet est porté par l'ATACA, qui est donc l'association de tourisme autour du cheval et de l'âne en Languedoc-Roussillon. Donc l'ATACA Chevauchée du Sud. Elle comporte en fait une centaine de professionnels du tourisme équestre dans toute la région. Donc des guides à cheval, des âniers, des meneurs en attelage, des manadiers et des hébergeurs qui accueillent les chevaux et leurs cavaliers. Donc au sein de cette association, les guides ont souhaité se regrouper autour d'un projet d'une grande randonnée, la Grande Chevauchée du Sud. Il faut nous regarder, nous. Parce que Donc, nous sommes magnifiquement beaux. Moi, je suis un des guides qui fait partie de cette association. Et donc, le projet, ça a été de trouver une activité commune. Alors, la Grande Chevauchée du Sud donc, se déroulera du 15 juin au 15 juillet. Oui, très bien. Elle concerne une dizaine de guides sur un itinéraire qui parcourt tout le Languedoc-Roussillon, depuis le mont Lozère jusqu'au mont Canigou. Donc on ne traverse que des grands sites, mont Lozère, mont Égual, Cirque de Navacelles, Carcassonne, Château-Cattard, les Pyrénées catalanes. À savoir que la plupart de ces sites sont soit classés en parc national, en parc régional ou en site classé à l'UNESCO. Et donc voilà, une dizaine de guides qui chacun fait une partie du tronçon ou la totalité du tronçon, ou une partie cette année, une partie l'an prochain. Voilà, c'est très souple pour les professionnels et ça permet aux cavaliers, on va dire clients, de s'inscrire, de faire une partie du parcours. Et donc on a donc prévu un carnet de randonnée pour que chacun puisse suivre son parcours, et etc. Très bien. On peut passer aux questions si vous voulez. Hein. Donc c'est un projet, voilà, l'objectif c'était de fédérer tous les guides et tous les professionnels du département, quoi, avec un produit phare sur lequel on s'attache chacun de participer. Bien écoutez, vous avez encore 2 minutes 50 si vous voulez vous exprimer. Mais sinon, les membres du jury vont poser des questions et ce sera un temps de gagner pour les membres du jury. Comme vous voulez. Alors qui prend la parole? Anne-Mariage. Je voudrais demander si cet itinéraire sera renouvelable par la suite pour d'autres utilisateurs éventuels ou si c'est une expérience unique. Alors c'est un projet qui se renouvellera dans les années futures. D'accord. C'est une première année, mais on va le perfectionner. Ce n'est pas un circuit, c'est un parcours, événement. oui, Voilà. oui. Ah. C'est-à-dire on ne va pas baliser, on laisse ça aux gens compétents qui sont les conseils D'accord. généraux, régionaux, les fédérations, les artés et tout ça. Et c'est plutôt un événement professionnel. Et puisque vous aurez établi un guide pour les cavaliers pour qu'ils puissent suivre l'itinéraire, d'autres personnes individuelles pourront par la suite suivre ce parcours. Ça fait partie des évolutions possibles. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas prévu parce que nous n'avons pas les moyens à 10 professionnels ou à 50 professionnels d'organiser tout ça sur la région. D'autant plus que les régions vont se regrouper et on ne sait pas aujourd'hui, enfin on ne sait pas demain ce que sera notre région. Parce qu'à faire tout ce travail, ce serait bien que ça Oui. puisse servir à d'autres. Bravo Oui. en tout cas.
D'autres questions? Marc Lotka intervient. Marc Lotka, voilà. Oui, bonjour. Vous prévoyez environ combien de personnes à suivre ce chemin et quels seront les soutiens logistiques que vous prévoyez sur ce chemin? Chaque guide organise individuellement sa randonnée. C'est-à-dire, il y en a un qui peut faire le Larzac aujourd'hui, un autre qui peut faire la semaine prochaine le Canigou, etc. Ce n'est pas un suivi, c'est un axe qu'on veut développer, mais pour l'instant, ce n'est pas un enchaînement chronologique de randonnée. Donc ce n'est pas du tout une chose comme la route du sel où tout le monde se suit et va d'un point à un autre. Ça peut évoluer vers ça. Dans le fond, c'est vers ça qu'on voudrait évoluer, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Et bon, encore une fois, pour une levée de doute, qui va contrôler la qualité des logistiques? Parce que c'est important si vous avez des clients. Donc, mais chaque guide a sa logistique. On est tous des professionnels, on est tous des guides accompagnateurs, etc. Chaque guide assure sa logistique, prend les clients en charge à l'arrivée et les amène à bon port, au bon endroit. Et vous envisagez combien de kilomètres par étape? Ça sera une trentaine, comme on fait souvent en moyenne montagne ou en montagne. Une trentaine, on est vite sur 30 km avec 1000 mètres de dénivelé par jour de la Lozère au Canigou, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, je vous remercie. Autre question, il reste quelques petites minutes. Moi, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez prévu pour faire connaître votre projet et pour communiquer sur cette route? Alors, on a créé plusieurs documents de communication. On participe sur tous les salons du cheval. Donc, on était au Salon du cheval de Lyon, on est ici, et on va aller au Salon du cheval d'Avignon. Donc, on a créé un guide qui regroupe tous les séjours, donc je vais vous donner, qui regroupe tous les séjours proposés par la dizaine de professionnels. On a aussi mis en place un jeu concours donc, sur le salon afin de faire connaître ce projet. Après, bien entendu, par les réseaux sociaux, le site internet. Voilà, c'est vraiment les moyens après classiques. Et on espère obtenir Est-ce que c'est quelque chose un peu comme l'équirando? Est-ce que vous donnez un rendez-vous quelque part et tout le monde converge vers ce lieu de rendez-vous? Il n'y a pas de date d'arrivée. Il n'y a pas de date d'arrivée prévue. Ce que je disais, c'est chaque guide sur son territoire fait une partie du circuit. Pour l'année 2015, ça sera ça. Vous avez combien de guides qui seront embarqués dans cette affaire? Une dizaine. Encore une petite minute. Bien, alors s'il n'y a plus de questions, c'est très bien, on peut passer... alors jury, n'oubliez pas que vous avez 4 critères à noter de 0,1 à 10. Présentation, originalité, fond du projet et note subjective. Écoutez, nous vous remercions. Bravo. Merci. Merci, on les applaudit. Bien, je vais appeler Émeline Macret pour les écuyers d'histoire. Vous pouvez applaudir parce qu'elle est très belle. Hein. Donc, 5 minutes. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les Écuyers de l'Histoire, donc, qui est une association loi 1901 avec laquelle nous faisons de la reconstitution historique. Alors, c'est quoi la reconstitution historique? C'est reproduire une équitation traditionnelle qu'on a pu vivre les siècles précédents. Nous commencions au XVe siècle et aujourd'hui, je suis en tenue de vénerie royale sous le règne de Louis XV. Donc, l'ensemble de nos tenues ne sont pas des déguisements. On ne se déguise pas, on a bien des tenues qui sont des reproductions de tenues d'époque et ça, on insiste vraiment là-dessus. C'est réellement comme ça que les femmes montaient en Amazon. Donc là, évidemment, je suis une femme, mais vous avez ici également les hommes qui sont en tenue de vénerie, qui vous présentent la même tenue. Et donc, les Amazones représentaient cette période exactement pareil qu'un équipage. Donc là, c'est l'équipage au cerf du roi sous Louis XV. Pour parler au mieux de mon association, je vais vous présenter le teaser, donc, qui est notre publicité. Et comme ça, je vais pouvoir vous laisser admirer l'ensemble des périodes qu'on reproduit qui partent du XVe siècle jusqu'au Premier Empire.
Alors, on pourrait se poser la question pourquoi on s'implique ici dans le prix du tourisme équestre aujourd'hui. Parce que pour nous, le tourisme est une partie importante de nos prestations. On ne se produit exclusivement que dans des châteaux, des mairies qui font appel à nous pour les villages, pour animer, lors des périodes touristiques, leurs villages et les faire revivre à travers les siècles passés. Ensuite, nous avons un domaine, qui est une école d'équitation labellisée tourisme équestre, où on apprend à monter à cheval comme à l'époque. Voilà, pour nous, c'est très important parce qu'on est les gardiens des traditions de l'équitation française. On retransmet exactement comme montaient les gens à l'époque sous les différents règnes des rois, mais surtout avec les écuyers comme Monsieur de Plivinel et Monsieur de la Guérinière, pour ceux les plus connus. Et après aussi, on s'applique sur les traités de l'escrime à cheval, parce que comme vous avez pu le constater, on fait également de l'escrime à cheval. Et ensuite, donc nous, on transmet des valeurs qui sont traditionnelles. Pour nous, ça c'est très important parce que l'équitation, l'histoire s'est écrite à cheval, ça on le sait, c'est grâce à nos chevaux qu'on a pu traverser les siècles. Et pour clôturer, je vais vous dire que le tourisme équestre, ce n'est pas seulement des cavaliers qui voyagent, mais des cavaliers qui font voyager les autres. Bravo, pile dans le temps. Donc 5 minutes pour poser des questions et y répondre. Le jury reste sans voix. Première question alors, est-ce que vous définissez vous-même des scénarios ou est-ce que vous attendez des mairies qu'elles définissent les scénarios elles-mêmes Et deuxième chose, est-ce que vous avez une idée du coût, par exemple, pour une journée à présenter sur une thématique particulière? Tout à fait. Donc en fait, on n'a pas de scénario prédéfini parce qu'on ne fait pas de spectacle à proprement dit. Si vous voulez, les mairies choisissent une période. Donc admettons, les mairies vont choisir le médiéval. C'est ce qui nous est le plus demandé. Donc on fait un tournoi de joutes en lance à Balza, qui est possible ça. Donc sur ce prix-là, vous êtes à peu près attention, c'est hors déplacement, 2500 € le week-end pour 4 chevaux, avec 2 chevaliers en armure réelle. Les armures pèsent 40 kg. L'armure que vous avez vue qui équipait le chevalier là fait 40 kg. Le chevalier à l'intérieur, c'est le président de notre association. Et du coup, voilà, ce sont véritablement des reproductions d'armures d'époque. Ensuite, après, on va avoir, si vous voulez, sur d'autres périodes, on va être amené, par exemple, là, comme la tenue que je revais aujourd'hui, ça va être sur les fêtes de chasse, comme notamment celle de Carouge. On est intervenu plusieurs fois sur la fête de Carouge. On n'avait pas de tenue adéquate. On s'est dit, c'est quand même dommage de venir en vénerie, en tenue de mousquetaire du roi ou avec des Amazones, mais qui n'étaient pas raccord. Du coup, on s'est lancé dans la tenue de vénerie royale pour pouvoir s'inscrire dans les fêtes dans lesquelles on était proposé. Et là, c'était 500 € par cheval qu'on demandait. Les armures qu'on a vues tout à l'heure, ça date de quelle époque, ça ? 15e siècle. Des questions? Plus de questions? Jean-Yves ? Et pensez-vous qu'à travers vos représentations, vous apportez un aspect historique ou simplement un côté, je dirais, décoratif pour les communes? Est-ce que les communes peuvent vous demander véritablement de rechercher un passé de leur histoire? On n'a pas encore eu cette demande proprement dit. Souvent, les communes ont déjà fait ces recherches en amont et nous, on essaye de s'y appuyer, si vous voulez. Mais on est en partenariat avec la mairie de Sainte-Suzanne. Donc, tout le teaser a été tourné soit dans nos prés à côté de chez nous, soit à Sainte-Suzanne, donc en Mayenne, là où on a notre chef-lieu. Et donc, la commune de Sainte-Suzanne nous fait intervenir sur différentes périodes parce qu'elle a un château 12e, donc c'est aussi là où on fait aussi nos joutes 15e, mais également un château 17e siècle. Donc du coup, on s'inclut 5 fois dans l'année où on fait des prestations qui ne sont jamais les mêmes, quelle que soit la période, avec différentes périodes proposées, et notamment aussi on fait de la chouannerie. Donc les chouans, c'est la contre-révolution française, et ça a commencé en Mayenne. Les Vendéens, c'était vraiment une armée, dite l'armée catholique vendéenne, et les chouans, c'était plus des paysans à côté. Et donc du coup, nous, c'est là où on va chercher des choses très précises. Tout ce qu'on reproduit, on a les sources. Par exemple, pour avoir ça, cette tenue-là, c'est les peintures de Houdry sur lesquelles on s'est appuyé. Après, il y a pas mal de textes, on fait des recherches, on passe beaucoup de temps l'hiver à lire des précis pour pouvoir avoir justement les réponses à nos questions et faire le plus historique possible. Alors j'ai une autre question. Au-delà du prix du tourisme équestre qui vous fait connaître, je dirais, est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez un Facebook? Est-ce que vous avez des outils de promotion en particulier pour vous faire connaître dans l'ensemble de la France, voire dans l'Europe, je dirais? Je sais pas, comme vous avez pu le constater, le teaser déjà il est en anglais. Pourquoi il est en anglais? Parce que là on est quand même en France. Parce que nous, si vous voulez, on se déplace dans toute l'Europe. On a donc les outils de communication, site internet, Facebook,
Ensuite, on intervient notamment par le biais des magazines, donc randonnée à cheval. D'autres aussi, on a fait l'Éperon, le Grand Prix Magazine. On est venu au Salon du Cheval de Paris en 2012 pour promouvoir, parce que ça fait seulement 4 ans qu'on a créé cette association-là. Et de ce fait-là, maintenant, on est en partenariat avec English Heritage, qui nous fait intervenir. Donc English Heritage, si vous voulez, c'est un peu les monuments historiques au niveau... parce que nous, on a en France l'équivalent des monuments historiques français, mais au niveau de l'Angleterre, qui nous fait intervenir sur ces différents châteaux. Donc là, cette année, on a fait le château de Bolstower et Hastings. Voilà, mon iPhone indique qu'on arrive à peu près au bout. Donc merci. Merci une minute. Oui, c'est bon. Il y a d'autres questions? Peut-être une petite question, mais vraiment très courte. Emeline, est-ce que on peut se tutoyer? Est-ce que tu crois que vos prestations amènent au tourisme équestre des cavaliers à venir monter, essayer ce que vous faites, vous copier, vous venir prendre des cours chez vous, etc. Rapidement. Nous, oui, très rapidement. On a commencé à 4. L'association s'est créée en juin 2010 à 4 cavaliers. On est aujourd'hui une trentaine. Et maintenant, grâce à notre écurie que nous avons montée, on fait intervenir pas mal de gens qui ont envie soit d'essayer. Je pense, bon, allez, on va faire au niveau des femmes. Les femmes ont envie de découvrir la montée en Amazon. Et donc, du coup, elles viennent à la maison pour découvrir la montée en Amazon parce que c'est traditionnel. Voilà. Je clôturerai là-dessus. Réservé aux femmes, bien sûr. Non. Et à savoir que les hommes montaient, Monsieur de la Guérinière montait en Amazon. Voilà. Bien, nous allons appeler maintenant Cavalengo. Bonjour. Qui présentait d'ailleurs déjà un dossier l'année dernière. Oui, tout à fait. Je lance le chrono. D'accord, parfait. Bonjour à tous, merci d'être tous présents et j'ai le plaisir de vous présenter un voyage à l'étranger. Donc c'est vrai que moi je vais vous faire voyager un petit peu aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis c'est une destination qui a le vent en poupe. Les États-Unis c'est les cow-boys, les grands espaces, mais pas seulement. Donc pas seulement, je vais justement vous présenter un programme très original. Donc déjà je vais vous présenter nos hôtes sur place. Donc à droite nous avons Justin, au milieu nous avons Melissa, donc la maman de Justin, et tout à gauche nous avons Cherry. Donc Cherry, elle, c'est un acteur important dans l'État du Nouveau-Mexique. Excusez-moi, je vous emmène au Nouveau-Mexique entre Santa Fe et Albuquerque, donc un État qui se trouve au sud des États-Unis, à la frontière du Mexique. Donc Cherry, c'est une personne qui gère une association de Rescue Horses. Donc elle s'occupe de tous les chevaux abandonnés, pas tous, mais une grande partie. Elle s'occupe d'une grande partie des chevaux abandonnés au Nouveau-Mexique. À savoir qu'au Nouveau-Mexique, il y a énormément de chevaux et les 3/4 de ces chevaux sont des chevaux abandonnés ou maltraités. Donc quand je dis chevaux abandonnés, il y a énormément de guest ranch aux États-Unis et c'est vrai que c'est un peu le vent en poupe, les guest ranch, et finalement, tous les business ne peuvent pas être grandissants là-bas. Donc beaucoup de ces chevaux se retrouvent à la rue, entre guillemets, j'ai envie de dire, et sans famille et sans soins. Donc tous ces chevaux sont accueillis par le ranch de Rescue Horses et donc ils sont remis sur pied, ils sont remis en situation pour devenir des super chevaux et ensuite pour trouver une nouvelle maison. Donc voilà, on a Cherry et de l'autre côté on a Mel et Justin qui sont américaines, qui sont grandes baroudeuses, qui ont déjà sillonné le monde à cheval et qui sont pétillantes et juste exceptionnelles. Je les ai rencontrées lors de mon voyage de repérage en avril dernier. Et c'est vrai que ça a été un grand coup de foudre. Et en fait, ces femmes donc ont décidé d'accueillir certains de ces chevaux chez elles pour justement s'en occuper au quotidien, pour pouvoir leur apporter les soins nécessaires. Donc elles sont basées de l'équitation relationnelle, un petit peu des bases de l'éthologie, sans vraiment parler d'éthologie, mais vraiment elles sont basées sur... Parce que c'est des grandes femmes de cheval, et elles se sont basées sur leurs connaissances et en s'aidant de leurs moyens pour remettre ces chevaux sur pied. Une fois que ces chevaux sont remis sur pied, ça devient des candidats idéaux à l'adoption. Ils sont prêts à trouver une nouvelle famille. Mais il se passe toujours un laps de temps assez long avant que ces chevaux ne trouvent une nouvelle famille. Et donc elles se sont dit, comme elles n'ont pas forcément le temps de travailler
constamment ces chevaux, elles se sont dit pourquoi pas ne pas proposer aux cavaliers de passage au Nouveau-Mexique de monter ces chevaux. Et là, bingo, une structure équestre originale est née, la structure Enchantment Equitrek, donc qui est gérée par Mel et Justin, et donc elle propose des voyages à cheval uniquement avec les chevaux sauvés du ranch Rescue Horses. Donc ce sont des chevaux de passage. Je tiens à insister que la cavalerie est toute petite et la cavalerie se compose essentiellement de ces chevaux de passage. Donc une fois qu'ils ont été réhabilités, qu'ils sont prêts à retomber dans des mains de cavaliers peut-être occasionnels, une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent être utilisés pour la randonnée. Donc Mel et Justin, elles vous font voyager avec ces chevaux. Donc déjà, vous prenez part d'une association de chevaux de Rescue Horses. Et en plus, elles vous font découvrir des paysages complètement grandioses du Nouveau-Mexique. Donc ça va des canyons, vraiment de la terre rouge, c'est très aride, mais on peut aller un petit peu plus haut en altitude et découvrir des champs, des forêts de pins, des forêts de sapins. Et c'est vrai que les paysages sont très très diversifiés. Et on est aussi, comme je vous le disais, la cavalerie est toute petite, donc on a une certaine proximité et intimité avec les guides. Donc ça permet vraiment de pouvoir échanger ses émotions et ses sentiments pendant le voyage. Alors mon sablier indique qu'il n'y a plus que 30 secondes. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'avais plein de choses. Déjà. Je suis désolée, c'est vrai que quand je parle de ce voyage, j'aime bien raconter beaucoup de choses parce que c'est un voyage qui me tient à cœur. Donc je ferai rapide pour la deuxième partie. Je voulais tout simplement dire que Cavalengo et Enchantment Equitrek, c'est tout simplement, ça a été une évidence depuis le début parce qu'elles sont des femmes et nous sommes des femmes. Elles sont impliquées dans le monde associatif, ce qui est également le cas pour Cavalengo. Nous sommes impliqués dans une association qui se trouve dans le 45, qui s'appelle Bucéphale et qui s'occupe de replacer des chevaux âgés. Et parce qu'elles répondent aussi à un tourisme responsable et respectueux, de par les aménagements qu'elles ont mis en place chez elles, de par les repas qu'elles proposent. Et puis, pour terminer, pour conclure, ce sera juste très rapide. C'est vrai que voyager avec elles et voyager avec Cavalengo, c'est vraiment vous faire découvrir nos valeurs, un voyage entre femmes et juste quelque chose de tout simplement magique. Je vous remercie. Donc interdit aux hommes? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous présente Bernard Pavie, président du Comité national de tourisme équestre, qui vient nous rejoindre. Il fait partie du jury. Il a une excuse parce qu'il était à la présentation des Kirando. Je vous en prie, des questions? Alors, c'est un produit original, effectivement, c'est moi qui... Et est-ce que vous avez déjà des retours sur l'attractivité de ce produit par rapport à tous les autres produits que vous avez sur le marché? Alors, aujourd'hui, tous les voyages Cavalengo, ce sont des voyages qui nous ressemblent. Ce sont des voyages que nous-mêmes, nous créons en partenariat avec nos guides locaux, ou ce sont des voyages qui répondent de toute façon aux choses qu'on aime et aux valeurs qu'on veut communiquer et véhiculer. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré Mel et Justin, comme je vous le disais, c'est tout de suite devenu une évidence. Et notre clientèle, c'est une clientèle qui nous ressemble. C'est une clientèle qui cherche des voyages qui sont différents, des voyages qui leur permettent de vivre une expérience au-delà du voyage à cheval, quelque chose qui va plus loin. Nos cavaliers cherchent une proximité avec les guides, mais ils cherchent aussi à pousser une aventure plus loin et à découvrir quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas découvert sans nous. Il faudrait des réponses plus concises de façon à ce qu'il y ait plus de questions. Enfin, d'accord, si vous voulez bien. Oui, contact. Bon, je connais bien Cavalengo, enfin, moi je crois bien le connaître, n'est-ce pas? Et je voudrais vous poser une question. Une des spécialités de Cavalengo, c'est évidemment l'équitation, c'est évidemment le voyage à cheval, etc. Mais vous faites aussi de temps en temps des stages de yoga, des stages de... Est-ce que dans votre randonnée, celle-ci présentée, est-ce qu'il y a ce genre de choses? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu trop parlé sur certaines choses et pas suffisamment sur d'autres. Comme le dit Marc, effectivement, Cavalengo, c'est le cheval. Mais c'est pas que le cheval, parce qu'on sait que dans une famille, tout le monde n'est pas forcément cavalier.
que ce soit des familles ou des amis, en général, on a envie de partager des vacances. Donc quand on part en vacances, on peut faire un peu de cheval, mais on peut faire aussi d'autres activités comme du yoga ou autre chose. Et chez Mel et Justin, ce qui est génial, comme on privilégie les petits groupes, c'est qu'on peut faire plein de choses à la carte. Et ce sont des femmes aussi qui pratiquent le yoga et qui peuvent vous proposer des cours de yoga sur place. Et bien entendu, messieurs, vous êtes tous les bienvenus et on peut créer plein d'itinéraires depuis le ranch pour les marcheurs. Bien, merci. Merci à vous. Le temps imparti est écoulé. D'accord. Merci. Merci. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Bravo. Bien, nous allons appeler les candidats suivants. C'est Équiliberté 49 et les randonnées Transléon et Transaubance. Bien, alors ce que nous vous présentons aujourd'hui, ce sont deux noms pour un seul concept. C'est de l'œnotourisme alors, qualité par les vignobles visités et dégustés. Par exemple, dans le Léon, les prestigieux Chaume, Quart de Chaume, Bonzo, etc. Ainsi que les coteaux d'Aubance et Anjou Village. Qualité par les paysages et les monuments ouverts pour la circonstance, que vous verrez tout à l'heure. Qualité par la restauration qui fait la part belle à la gastronomie angevine, grâce au talent du traiteur et aux produits du terroir, comme les poissons de Loire, les riots, les crèmes d'Anjou, etc. Et puis qualité enfin par les efforts faits en faveur de l'écologie, c'est-à-dire toilettes sèches, plateaux repas, les plateaux repas sont bannis, c'est toujours un service à l'assiette, et des verres véritables, vous le verrez tout à l'heure dans les images. Alors, je n'irai pas plus loin, nous avons désiré ne pas mettre de commentaires sur les images qui vont suivre, car elles nous paraissent exprimer suffisamment l'atmosphère des manifestations que nous proposons. Bien, on va présenter. I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz.
pour compléter la présentation de Bernard, donc moi je suis Aurélien Domi, je suis un des représentants des offices de tourisme qui a été mis en contact il y a maintenant 4 ans. Et quand Équiliberté est venu nous parler du tourisme équestre, nous c'était quelque chose de vraiment nouveau. Pour les collectivités locales aussi, c'est quelque chose qui nous parlait peu, quasiment pas. On avait des circuits VTT, des circuits pédestres, et c'est vrai que dès la première année, donc on a pris contact avec les élus, les associations locales. Et ouais, c'est court en fait du coup. Donc en fait tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui c'est un événement qui génère plus de 50 000 € de retombées économiques directes sur les prestataires locaux, et c'est un levier ça vraiment de développement local, et qu'on va aussi pérenniser des circuits qui ont été mis en place dans le cadre de nos événements autour du tourisme équestre, en lien avec le Conseil général et la région des Pays de la Loire qui nous a rencontrés il y a maintenant 2 semaines et qui souhaite mettre en place un vrai plan de soutien à la filière du tourisme équestre en se basant sur la Trans-Léon, la Randobance et demain Équivigny dans le Saumurois, et le tout maillé avec la Loire à cheval en fait, sur le même modèle que la Loire à vélo. Alors voilà, c'est court. Bravo. Donc des questions concernant ce projet? Oui, ce projet s'adresse à qui exactement? Est-ce que ce sont des professionnels, des associatifs qui vendent ce produit? Donc le produit est vendu par nous, les offices de tourisme en fait. Donc nous on vend le produit aux personnes qui font du tourisme équestre, aux cavaliers de toute la France, puisqu'aujourd'hui c'est 20 départements qui sont représentés sur l'ensemble de nos randonnées. Donc on accueille sur 5 journées donc 600 cavaliers. À côté on les associe à des marcheurs. Donc en tout on accueille chaque jour à peu près entre 300 et 400 personnes. Et donc ça s'adresse vraiment au plus grand nombre, et plus on élargit, mieux c'est. Et nous, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les collectivités locales au tourisme équestre, puisque quand on voit les réticences il y a 4 ans, qu'est-ce que c'est que les chevaux? Ils vont abîmer nos sentiers. Et aujourd'hui, ils sont quasiment en concurrence pour accueillir les étapes de la Trans-Léon et pour promouvoir leur destination. Vous avez cité le rôle du conseil régional en soutien du tourisme équestre. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors le conseil régional, donc comme je vous disais, c'est tout frais d'il y a 2 semaines maintenant. On les a rencontrés, enfin c'était lundi 24 novembre exactement. Donc je suis allé avec mon président rencontrer Sophie Saramito, la présidente du comité régional du tourisme, qui est aussi présidente de l'OT de Saumur. Et du coup, concrètement, ça va passer déjà par un soutien financier à cet événement qui va nous être versé. Première chose. Deuxième chose, ça va être un soutien en termes de promotion, avec un vrai plan de promotion dans le cadre de l'œnotourisme, dans un premier temps, dans le cadre du tourisme du vin associé à la filière équestre. Et enfin, le soutien qui va être pas mal non plus, c'est qu'ils vont mettre en place un programme d'animation. Ils vont mettre en avant un programme d'animation équestre, ce qui n'existait pas du tout au niveau des Pays de la Loire à ce jour. Et enfin, la Loire à cheval, ça c'est Bernard qui travaille aussi avec d'autres membres d'Équiliberté. Des réunions sont provoquées janvier, février, mars de l'année prochaine avec le Conseil général et les autres filières qui juste là étaient les seuls concernés, c'est-à-dire le cyclo et le pédestre. Et là, l'équestre est maintenant associé pour la réflexion sur ces circuits. Bien, voilà, peut-être une petite question encore. Courte? Réponse courte? Oui, non? Donc actuellement, un professionnel d'une autre région pourrait très bien l'intégrer dans son programme qu'il pourrait offrir aux cavaliers. Tout à fait. Tout à fait. C'est ouvert, c'est ouvert au plus grand nombre. Ce qui compte, nous, c'est de faire... Nous, c'est la promotion du territoire. Nos partenaires, c'est la promotion du tourisme équestre. Et on se retrouve là-dessus. Ok, merci. Eh bien, merci. Une petite question à Hervé. Est-ce qu'il y a un cahier des charges précis et bien cadré? Donc le cahier des charges, donc il existe un cahier des charges général. Il y en a une convention nous, qui est signée donc, avec nos partenaires, que ce soit avec Équiliberté. Et après, on a des cahiers des charges qui sont signés avec les associations partenaires, mais aussi avec les communes qui accueillent. Un cahier des charges assez strict. Et on a eu le cas, des fois, c'est vrai qu'il peut arriver quelques accidents. Donc là, la responsabilité, il faut aussi la destiner. Et heureusement qu'on a eu ce cahier des charges plusieurs fois. Mais effectivement, on passe beaucoup de temps. Donc c'est aussi ça l'idée de travailler en commun. Équiliberté, les bénévoles ne peuvent pas travailler sur les relances. Le travail de ce cahier des charges, les relances, les signatures, les conventions qu'on signe avec toutes les personnes chez lesquelles on passe. Mais effectivement, on se base sur ce cahier des charges qui fait modèle et qui est le même qui est reproduit maintenant pour la Randobance et Équivigny. Bien, merci. Merci beaucoup. Bravo. Et puis ici, juste conclusion, ah, voilà, la petite bouteille. Donc ça, c'est la grande barrique qui est mise en Perse à l'arrivée de la Trans-Léon sur la Loire, puisque les cavaliers sont rejoints par une barrique. Et après, donc, les cavaliers repartent avec ça, mais aussi les élus et aussi les associations. Et quand ils ouvrent cette petite bouteille tout au long de l'année, ils repensent au tourisme équestre, ils pensent à nous, ils pensent au Léon. Mais pas de quoi acheter le jury. Non, elle n'est pas à température. Ça vous dérange de la laisser là, non? Non, prenez-la. Non, vas-y. Bien.
Bien, nous avons terminé donc avec la catégorie grand format, plein cadre, et passé à la catégorie petit format, qui, je rappelle, n'est pas un jugement de valeur vis-à-vis des dossiers qui ont été déposés. Donc, la vallée des Serres. je lance le chrono. Bonjour, je me présente Anne Van Obel. J'ai une structure équestre dans le sud de la Vienne, en Poitou-Charentes. J'organise des randonnées tout au long de l'année et j'essaye 1 ou 2 fois par an d'organiser une autre randonnée pour accueillir une nouvelle clientèle et pour faire découvrir d'autres coins de la France. Donc je suis là pour vous raconter mon périple dans le Nord. Il n'y a pas grand monde dans le Nord qui fait du tourisme équestre. Ah, il faut que je regarde ici. Merci. Donc on a fait une randonnée sur le thème de la route de retrait des chevaux de la guerre 14-18, à peu près 100 ans après que les fêtes ils ont eu lieu. Je vous ai fait parvenir une carte, à ceux qui l'ont, vous pouvez le faire passer pour que vous ayez une idée de cette route. En fait, je vais d'abord vous introduire le groupe et après je vais vous parler de ces étapes. Donc on avait un groupe de 11 chevaux, une pour la guide, et puis après j'avais une représentante de l'association anglaise avec qui j'ai organisé cette randonnée, et une pour un guide qui était professeur, ou qui est encore professeur de l'armée, professeur de l'histoire de l'armée anglaise. Donc c'est lui qui nous a raconté ces faits de la guerre et qui l'ont rendu beaucoup plus concrets. On avait également une intendance qui nous suivait avec 2 personnes, il faut que je te regarde, excuse, 2 personnes avec une voiture en intendance et puis un bus avec un chauffeur parce qu'on n'a pas pu rendre visite à tous les sites qui avaient un lien avec cette guerre. Donc pour les étapes, on a commencé par Mons, où ça s'est vraiment débuté. Il faut savoir que les Anglais ils sont arrivés en masse en 1914 pour aider les Français pour arrêter les Allemands au niveau de la Belgique. Donc Mons c'était difficile. Je suis allée en voiture, mais il y a beaucoup de routes là-bas. Donc pour commencer une randonnée avec des gens que je ne connaissais pas et des chevaux qui étaient frais, je me suis décidée d'éviter ça. Donc nous sommes commencés à Neuville-sur-Avenois, une petite commune à la hauteur de Maubeuge. La première gîte, il y avait également une brasserie qui avait fait brasser une bière qui s'appelait Souviens-toi, justement, qui était brassée pour remémorer cette guerre. Donc c'était un bon début. Après, on a rendu visite à Ors, une petite commune où il y avait un poète anglais très connu, Wilfred Owen, qui a écrit des poèmes pendant la guerre dans une cave d'une maison forestière. Donc on a visité la maison et également sa tombe. Lui, malheureusement, il était tué à la fin de la guerre en 1918. À Leucato-Cambrésis, on a arrêté sur les champs de bataille. Le champ de bataille où il y a eu la première vraie confrontation. Donc on a passé sur des chemins où il y avait des milliers de soldats anglais et allemands qui sont passés. Donc c'était assez émouvant. Je vais plus vite. Donc, on a visité à Marais une gîte équestre qui était juste nouveau. Donc, nous, on était le premier client à conseiller. À partir de Ham, on a rendu visite. Je ne sais pas s'il y a les photos. Non, les diapositives, ils n'ont pas. Ou il y a pas les... Ah oui, ils sont là. Oui, donc ça, c'est voilà, le statut qu'on a visité. Il faut savoir que dans la guerre 14-18, il y a 950 000 chevaux qui ont été réquisitionnés. Et de 950 000, il y a 760 000 qui ont trouvé la mort. Donc c'est assez meurtrier. Donc cette statue-là, ça donnait tout son sens à cette randonnée. Puis on a arrêté sur la place de l'Armistice à Retonde, au niveau de la forêt de Compiègne, où on a levé un verre de champagne pour
fêter la fin de notre périple et également la fin de cette guerre. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'au long de cette route, on a rencontré un nombre énormément de cimetières. Il faut savoir que les Anglais, ils avaient une politique qui faisait enterrer leurs morts au lieu des communes. Donc ça a été quelque chose qui nous a été raconté par notre... On va arriver au bout du temps imparti. Oui, je m'en doute. C'est bien de... Je vais juste vite finir. Oui. À dire j'ai eu un retour des clients très très positif. Ils veulent revenir l'année prochaine. C'est une association anglaise qui s'occupe des chevaux maltraités, qui organise des randonnées challenge comme ça, qui permettent à récolter des fonds. Donc c'est eux qui m'ont demandé s'il s'appelle le World Horse Welfare. Et l'année prochaine, a priori, on est parti sur un projet de plage de débarquement en Normandie avec partiellement le même groupe et le même guide. Et s'il y a un professionnel de tourisme équestre qui a envie de faire cette rando, moi je tiens à votre disposition tous les itinéraires. C'est vraiment quelque chose à faire et le Nord, il a beaucoup de choses à nous faire découvrir. Voilà. Bravo. On est intimement persuadés. Hein. Donc des questions portant sur ce projet, enfin sur cette... Alors, si on a bien compris, ça n'est pas un événement ponctuel, c'est un événement qui se veut pérenne, qui veut vivre dans le temps, c'est bien ça? Mais pour moi, je pense que ça va être malheureusement ponctuel parce que je suis à quelques heures de route de là et j'ai Paris à passer. Je suis restée pendant 4 heures bloquée avec mes chevaux à Paris. Donc, je ne pense pas que je vais le refaire. Maintenant, l'itinéraire est fait. Moi, je tiens à disposition d'autres professionnels. Je conseille vraiment à le faire. C'est très intéressant. Autre question? Combien de jours question d'un membre du jury qui l'a pas du jury, mais on a fait une randonnée de 7 jours, 9 jours en total, pour faire environ 200 km. Très bien. Une autre question? Bien, écoutez, oui. Écoutez, merci. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Merci. Voilà, je vous en prie, et puis bon courage pour la suite de votre projet. Alors, dans le cadre du journal Randonnée à cheval, nous avons une rubrique Chemin d'antan et cette réalisation pourrait bien y trouver sa place. Voilà, pour un prochain reportage. Voilà. Merci. Donc notre deuxième, je parle un peu trop près, notre deuxième petit format, ce sont les écuries de l'aventure. Ah. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Hein. Donc je me présente Delphine Sigaud. Delphine Sigaud, accompagnatrice et monitrice de tourisme équestre, prestataire Respirando. Donc je dirige la ferme équestre Les Écuries de l'Aventure, située en Haute-Loire, sur le secteur de la Haute-Vallée de la Loire, à Saint-Martin-de-Fougères, et en collaboration avec Steve Collin, ici présent, en train d'installer le campement. Donc nous proposons un séjour trappeur équitation. Donc les participants sont accueillis à la ferme de Bonnefond, petit café, présentation du séjour et évaluation des niveaux. Ensuite, attribution des chevaux et premier contact avec le pansage. Je donne les consignes et nous préparons ensemble la cavalerie. Puis vient la mise en selle, petit rappel en carrière des premières notions d'équitation. Et en route pour 2 jours de rando. Donc nous partons par les plateaux, puis traversons une magnifique forêt de hêtres. À la sortie, nous découvrons la Loire avec une vue surprenante. Et arrivé au bord de l'eau, Steve vous emmène à la pêche au fouet. Bonjour à tous. Donc le but du jeu, c'est de faire un petit jeu de rôle. On vous emmène en Haute-Loire, au cœur de notre belle rivière, la Haute-Vallée de la Loire. Et donc tout au long du séjour, vous allez découvrir plein de bonnes choses. Et donc dans les petits paniers qu'on vous a donnés, vous allez sortir un petit saucisson, puisque c'est le temps de la pause. Et si vous voulez le déguster, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est assez sympa. Donc le premier temps de pêche qu'on fait avec les gens, simplement on leur explique un petit peu le matériel de pêche dans un premier temps. Donc on pêche à la mouche et on pêche aux appâts naturels.
Et voilà, donc le but du jeu, c'est de faire progresser les gens à la pêche. Je vais vous laisser avec Delphine qui va vous emmener un petit peu à cheval, un tout petit peu plus loin. Donc après ce temps de pique-nique et de pause et de pêche, on repart à cheval et c'est le moment des premières traversées d'eau vive. Donc attention aux consignes de sécurité. Il y a beaucoup de galets, des sorties souvent avec plan ascendant, un petit peu difficile pour les cavaliers. On arrive au mas de Bonnefond où se trouve une source d'eau ferrugineuse. Donc c'est le moment dégustation de la rando. Hein. On aurait voulu vous faire partager aujourd'hui, mais si quelqu'un veut goûter, avec grand plaisir, elle est bonne. C'est de l'eau ferrugineuse. Donc pour faire le lien avec l'eau ferrugineuse, c'est vrai que nos rivières sont de très très bonne qualité. Donc là, elle a été prélevée hier, cette eau. Et donc on fait participer aussi le patrimoine sur les séjours de pêche, sur les séjours trappeurs. Donc ils viennent goûter l'eau ferrugineuse. Et donc on a des poissons de très bonne qualité. On recherche la truite fario et l'ombre commun. Ça, c'est ce qu'on recherche sur nos séjours. Ok, donc après un passage dans les bois, donc dernière traversée de la Loire assez profonde, donc c'est le moment de faire confiance à sa monture et de voir les limites des cavaliers. Nager, pas nager, c'est un temps fort de complicité avec son cheval. Donc nous rejoindrons les terres des Ribérous, lieu du bivouac. Donc à l'arrivée, donc nous décellons les chevaux et maintenant nous allons installer le bivouac. Alors l'installation du bivouac, on fait participer tout le monde, c'est-à-dire qu'on rend acteurs les gens, donc ils vont nous aider pour chercher du bois. On fait un grand feu et l'idée c'est de mettre une très très bonne ambiance. Alors dans les petits sachets, encore une fois, on vous a apporté quelque chose de notre pays, c'est ce qu'on appelle la verveine artisanale qu'on fait traditionnellement chez nous. Donc si vous voulez la déguster pendant cette petite animation, vous pouvez, c'est avec grand plaisir, comme vous souhaitez. Donc après une nuit au bord de l'eau bercée par la rivière, donc nous prenons le temps petit-déj, croissant, confiture. Donc on n'a pas amené le petit-déj, mais on vous propose une petite sucrerie, des petits bonbons verveine. Donc c'est le moment, moi, de m'initier à la pêche. On a un petit peu le temps là le matin. Ensuite, on repart avec les chevaux. Et c'est là que Steve s'occupe des mouches. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un grand vecteur, la pêche à la mouche, ça draine énormément de monde. Et donc il y a pas mal de gens qui vont rejoindre le monde de l'équitation par le biais de la pêche à la mouche. Donc je vous ai fait une petite présentation de quelques mouches qu'on avait. Donc ça, c'est des mouches sèches. Donc on pêche en sèche. Donc on voit le poisson gober et venir prendre la mouche. Et puis des nymphes, voilà, donc un petit peu de brillance pour attirer le poisson, tout simplement. Donc on a toujours notre fromage au pique-nique. Ensuite, on propose un peu de galop pour les confirmés ou les plus téméraires, qui d'autres pendant ce temps préfèrent taquiner le poisson. Vient le moment de rentrer, donc tout le monde reprend son cheval, profite du dernière balade. Donc traversons Goudet, un petit village au bord de l'eau, et nous remontons à la ferme. C'est le dernier moment avec son cheval, il est temps de dire au revoir à son complice du week-end. Voilà, vous avez encore 10 secondes. Juste un petit dernier mot si c'est possible. Voilà, on voulait simplement remercier tous les partenaires qui ont participé à mettre en place cette animation. Le Conseil général de la Haute-Loire, la Fédération de pêche, la boucherie qui est juste en dessous de chez moi, Jean-Luc Menu, et tous ceux qui se reconnaîtront. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci pour cette présentation pour le moins originale. Bravo. Et bien sûr, on consomme le poisson qu'on a pêché. Les poissons sont relâchés en fait. C'est bien, en plus ils sont relâchés. Je vous en prie, des questions portant sur cette randonnée pour le moins originale? Non? Alors tout le monde est séduit. Questions? Alain. Si je comprends bien, c'est sur une journée ou plusieurs jours? Ça, c'est la première question. C'est sur 2 jours. D'accord, sur 2 jours. Et vous renouvelez ça sur l'année? Comment vous fonctionnez? On a deux dates prévues par an, actuellement. 2 dates, voire 3 si, s'il y a du monde. Voilà. Et à savoir qu'il y a 5 participants maximum. Alors j'imagine que vous attirez des pêcheurs ou des gens qui veulent découvrir la pêche. S'ils ne sont pas du tout cavaliers, comment vous gérez ce public-là? Les chevaux c'est des chevaux super gentils, quoi. Et on passe... Finalement, on arpente dans des petits sentiers, donc il n'y a pas de zone où les chevaux risquent de s'égarer du chemin en réalité. Donc on est tout le temps ensemble, on se suit, et les chevaux fonctionnent en groupe, quoi. On chemine tous ensemble, et c'est souvent que c'est des débutants, les pêcheurs. Merci. Mais il existe des pêcheurs cavaliers quand même. Oui. Heureusement.
Et vous avez tellement de rivières en Haute-Loire. Pourquoi vous vous contentez d'une seule rivière et de 2 jours, alors que l'expérience serait tellement extraordinaire de partir pour une semaine et passer d'une vallée à l'autre, de multiplier les feux, etc. Parce que partir 2 jours, c'est vraiment une mise en bouche, et c'est même pas, on ne peut pas appeler ça une randonnée. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça serait que moi, je le ferai demain. Le seul problème, c'est qu'on a une contrainte de logistique, où on a la nourriture qui nous accompagne sur 2 jours, et il faut qu'on puisse la stocker. Donc on a, sur un délai de 48 heures, il n'y a aucun problème. Après, ça nous demande une autre organisation. Et les mules de bain Pourquoi pas dans les perspectives à venir? Très bien. Bernard Pavie, président. Oui. Est-ce que cette randonnée peut être effectuée en dehors des dates que vous avez avancées, là, et par des professionnels, par exemple? On a déjà eu des demandes d'amis qui viendraient en fait avec nous, et donc on a dû rajouter des dates pour le séjour. Mais ça peut être tout à fait possible, on peut s'adapter pour proposer un séjour clé en main, si je puis dire. Oui. Donc les cavaliers sont accompagnés, le circuit est balisé? Non. Non, non, c'est moi qui m'occupe de la partie accompagnement des cavaliers en fait, et c'est vraiment un itinéraire, c'est un hors-piste en fait. Hein. Oui. Ouais. On n'est pas sur du circuit balisé. Mais mettons que des professionnels ou associations de cavaliers pourraient effectuer cette randonnée avec la carte sans être Oui, on accompagnés, pourrait donner l'itinéraire. Hein. Oui, sans problème. bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Marc-Claude K, je pense qu'il va intervenir. Je vais dire une méchanceté comme d'habitude. Comment résolvez-vous Faut pas prendre la mouche. Comment résolvez-vous le problème des cartes de pêche et le problème des types de rivières de pêche? Alors, les cartes de pêche, c'est simple. Maintenant, tout se fait par Internet. Donc, vous allez sur le site www.cartedepêche.fr et vous prenez votre carte à la journée. Oui, donc, mais pour venir pêcher. compte tenu de vos rivières ou pas? Parce que les domaines de pêche ne sont pas tous les mêmes. Là, on est sur des baux de domaine public gérés par la Fédération départementale de la pêche. Il n'y a aucun problème de prendre votre carte de pêche. D'accord. Et vous remettez les poissons à l'eau? Et après une belle photo, on remet les poissons à l'eau. Voilà. Vous espérez en prendre beaucoup? On en prend beaucoup. Ah ben, je préfère nettement les manger. D'ailleurs, la pêche, c'est fait pour ça. Merci. Alors, ça peut nous arriver sur demande de manger certains poissons parce qu'on fait un feu de bois, un barbecue, et ça nous arrive de temps en temps de manger une petite truite. Voilà. Bien. Il reste une petite minute pour une petite question. Sinon, bravo. Merci. On n'a pas eu le temps de goûter à tout ce que vous nous présentez, mais bon. Merci. Voilà, beaucoup. non, on va pas. Merci beaucoup. Merci bravo. à vous. Merci. Bravo. Bien, le dernier candidat dans la mouvance petit format, c'est Randa Cheval. Donc, l'Ariège. Bonjour. Bonjour. Alors, Randa Cheval, c'est une randonnée qui est orchestrée par une association dans l'Ariège, département de Midi-Pyrénées. Donc, c'est plutôt montagneux. C'est né il y a 7 ans de 4 personnes, 2 professionnels et 2 de l'association départementale de tourisme équestre pour monter ce formidable projet autour de la randonnée à cheval à l'aide d'attelages de chevaux. Et tous les ans, l'expérience est renouvelée dans un coin typique où il y a de l'architecture et un écosystème. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se veut rassembleur pour la filière équine, puisque c'est l'occasion de valoriser les élevages locaux de Mérins, de Castillonnais, et qui se veut également éco-responsable, puisque les produits du terroir pour la nourriture sont locaux et biologiques. Donc c'est une bonne approche pour fidéliser les gens du cru. Alors il faut savoir que la première édition qui a eu lieu en 2007 a fait l'objet d'une trentaine de cavaliers, et actuellement l'organisation est limitée à 100 cavaliers, sachant que sur 2 jours, vous avez 4 circuits qui sont proposés, entièrement balisés et sécurisés. Voilà. Et ça, c'est une manifestation qui également est ouverte à tout public, puisque, j'ai envie de dire, l'hébergement est en option. Et vous pouvez donc aller du camping semi-sauvage
à des hébergements en dur pour le confort et la petite cerise sur le gâteau, quand on en a évidemment les moyens. Bien. Voilà. Alors c'est un projet que je défends, mais qui ne m'appartient pas malheureusement, mais c'est des amis, donc M. Bireban, président du CDTE 09, qui m'a proposé donc de le défendre. Voilà. Ceci dit, je connais très bien l'Ariège, c'est un rallye qui est formidable et qui est très suivi et qui a ses limites quant au nombre. Merci, voilà qui est concis, ce qui laisse du temps à notre jury pour poser des questions. Hervé, tu poses toujours des questions, alors vas-y. Oui, j'ai pas bien compris si c'était un rallye ou... C'est un rallye. C'est un rallye. Et c'est Oui. toujours le même itinéraire? Non, ça change tous les ans. Tous les ans. Voilà. Et donc 2015 sera la surprise de l'organisation. Personne ne le sait actuellement, mais ils y travaillent fortement et ça va être encore et toujours un beau circuit. Moi, je voulais vous poser une question concernant la question de la valorisation des races locales que vous avez évoquée. Oui. Comment concrètement vous atteignez cet objectif dans votre projet? Ben, il y a des éleveurs qui font partie de l'association et qui viennent donc avec l'attelage ou leurs chevaux montés, donc mettre en situation donc, les races locales. Et souvent, durant ces petits rallyes, il y a un petit parcours qu'on appellerait un trek PTV pour valoriser le caractère label de loisir de ces chevaux. Voilà. Pardon? 2 jours, du vendredi soir au dimanche soir. Et donc c'est une fois par an? Une fois par an, tout à fait. Avec un thème particulier? Tout à fait, avec un thème particulier, donc toujours produits locaux et élevage émanant du site, et évidemment donc la richesse du patrimoine local et architectural. Et maximum 100 chevaux, 100 cavaliers. 100 cavaliers, voilà. Okay. On privilégie la qualité à la quantité. Mais vous avez annoncé qu'il y avait une proposition de 4 parcours. Oui. Alors, comment les cavaliers choisissent en fonction de... En fonction de ce qu'ils ont envie de vivre. Si vous venez avec l'attelage, vous considérez que vous avez des chevaux pas suffisamment entraînés, parce que l'Ariège, c'est quand même la montagne et ça vous gagne. Donc les personnes vont choisir quelque chose de plutôt adapté à des chevaux peu entraînés. Et ceux qui ont des chevaux dits entre guillemets plus sportifs se lancent sur des pistes beaucoup plus difficiles. D'accord. Voilà, Merci. c'est pour tout niveau. D'accord. Très bien. Bernard Pavie. Vous avez prévu, certaines portions pour l'attelage? Oui, il y a 2 circuits attelage et 2 circuits montés. D'accord. Est-ce que cette randonnée rentre dans le cadre du Grand Régional de Midi-Pyrénées? Tout à fait. Ça Et fait ça, partie c'est du Grand Régional Midi-Pyrénées. Et donc, le CDTE émanant du CRTE et du CNTE. Donc, effectivement, ça rentre dans le Grand Régional de Midi-Pyrénées, qui, je crois, cher Président, est une première encore en France, puisque chaque département a son rallye pour le CRTE. Merci. Eh bien, si vous avez terminé, eh bien, on en arrête là. Merci à vous. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci. Bravo. Donc les prix du tourisme à cheval, petit format, sont clos et nous allons passer maintenant au prix de l'aventure. Cette année, nous n'avons pas vu comme candidature de cavalier au long cours, mais quelques dossiers intéressants, 3 notamment, qui sont le CDTE Tarn-et-Garonne, que j'invite à venir défendre son dossier. Bonjour. Bonjour Benoît. Donc je suis Benoît Colombier, le président du CDTE 82, président d'un organe aussi déconcentré de la Fédé, une asso loi 1901, les Chevaliers du Temple, depuis 20 ans. Nous sommes des randonneurs, je vis avec mes 2 petits garçons, randonneurs. Et puis cet été, on était à la recherche d'un thème de rando pour cet été, bien évidemment, comme tous les ans. Et en feuilletant notre revue préférée, eh bien, on a vu qu'il y avait une super fête qui était organisée à Polignac sur un thème merveilleux, puisqu'il s'agissait de commémorer le premier rassemblement du tourisme équestre effectué par nos pionniers il y a 50 ans. Donc l'idée était très belle, et puis on s'est donc concerté, et puis d'un commun accord, on était partant, voilà, l'affaire était faite.
Donc on a préparé tout ça, chevaux, cavaliers, harnachement. Et on est parti en autonomie un matin de juillet, un matin de juin d'ailleurs. Et en direction de l'Aveyron, on a scellé nos chevaux à la maison. Et puis on a effectué 4 jours en Tarn-et-Garonne. On a effectué 9 à 10 jours en Aveyron. Donc cet immense département, j'avais jamais mis autant de temps à traverser un département. Mais voilà, une dizaine de jours pour l'Aveyron, c'est magnifique. De l'Aveyron, on a sauté en Lozère. Donc à la limite Aveyron-Lozère, on a appris que le rassemblement était annulé, à notre grand regret. Donc j'ai caché ça à mes enfants parce que sans quoi ils allaient se dégonfler. Donc papa a menti et on a continué notre route. On a fait la Lozère, on est passé un petit peu en Ardèche et puis on a fini par la Haute-Loire. Donc aux portes de la Haute-Loire, un jour on avait pris de la neige sur les hauteurs et la journée était compliquée, mais j'ai dû me résoudre à annoncer la vérité à mes gamins. Et donc je leur ai dit, Polignac, il n'y aura personne, on sera tout seul. Mais on trouvera un café quand même, on ira voir le match, et c'était la Coupe du Monde. Donc nous irons voir le match, on boira un Diabolo citron, et la fête sera belle quand même. Donc à Polignac, la place était toute pour nous. Et donc on était les meilleurs, on était les plus beaux. Et on avait passé de superbes vacances, donc 22 jours de marche. 650 km à peu près, 4 ou 5 départements et beaucoup de joie, beaucoup de péripéties, beaucoup d'attention aux gamins parce qu'ils n'ont que 10 et 12 ans. Donc on se doit de les tenir en haut de la vague au niveau du moral pour qu'ils ne pleurnichent pas, pour qu'ils ne soient pas fatigués, pour qu'ils soient toujours dedans. Donc le projet, on l'a construit ensemble, on l'a dessiné ensemble, on l'a imaginé ensemble. Tous les soirs, on faisait le carnet de route, on faisait des dessins, on faisait des aquarelles et on imaginait l'étape du lendemain. Et on s'arrêtait au resto quand il fallait. Quand on était fatigué, on faisait une halte, une visite de château. Et on les a tenus tout au sommet de la vague pendant 22 jours, 22 étapes. Et ça a été une super expérience finalement familiale sur ce fond historique. Relier le lieu d'Equirando 2015 au premier rassemblement national de Polignac. Voilà, un trait d'union historique sur les rassemblements nationaux de tourisme équestre. Merci, tu es dans les temps. Ouais, on voit qu'il a beaucoup d'amis. Hein. Donc, grâce à Benoît, le rassemblement de Polignac a bien eu lieu et il est inscrit dans les cahiers d'histoire des randonnées et des équirandos. Des questions? Non, ouais. Oui, vous êtes parti avec quel style de chevaux? Parce qu'avec des enfants en bas âge, comme ça, vous avez quoi comme cavalerie? Donc moi j'avais un jeune trotteur et mes gamins avaient 2 poneys français de selle, des poneys français de selle pour 3/4 New Forest. Donc ça marche impeccablement. C'est des chevaux qui finalement ont autant d'entrain qu'un petit trotteur, qui sont très rustiques, très porteurs, très équilibrés. Ils ont fait des paires merveilleuses. Ouais. Alors, tu n'étais pas seul, j'y étais aussi, mais en voiture, parce que Jean-Michel m'avait invité, mais bon, j'avais un rendez-vous au Puy-en-Velay, donc voilà. J'étais aussi là-bas le jour de Polignac, mais on ne s'est pas vu. Non, sinon, combien de kilomètres par jour avec les enfants, c'était à peu près quoi? Et donc on a réussi, on ne s'était pas fixé d'objectif, j'étais résolument décidé à ne pas forcer sur la santé et le moral des gosses. Donc il se trouve qu'on a réussi à faire un peu plus de 30 km de moyenne par jour. La plus grosse, je ne sais pas, 47, un truc comme ça. Sachant que parfois on a fait des demi-étapes parce qu'on avait une visite de château, donc ce jour-là on ne faisait que 20 bornes. Quoi, voilà. L'âge des enfants? 10 et 12 ans. 10 et 12 ans. Et ils ont couché, vous avez couché sous la tente tous les soirs? Donc on a eu 2 fois un lit. À part ça, c'était la tente ou la belle étoile. Voilà. Donc on a fait beaucoup de belles étoiles, notamment en Gévaudan, comme ça. Au pays des loups, on s'est fait des frayeurs, c'était super heureux. Surtout qu'il y en a vraiment. Surtout qu'il y a vraiment des loups en Lozère. C'est plus une légende, il y a vraiment des loups en ce moment. Oui, j'y habite. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme logistique pour les chevaux? Donc on est parti sur un principe d'autonomie, mais on a été rejoint 3 fois par la famille. Mes parents qui avaient envie de faire des bisous aux gamins, donc c'est légitime. Alors, ils nous ont ravitaillés en boîte de conserve. La maman est arrivée là aussi pour prendre son quota de bisous, donc
Voilà, elle aussi nous a donné des gâteaux et des boîtes de conserve. Et sinon, pour les chevaux, ben, c'est au jour le jour. Donc, dès lors qu'on est obstiné, on trouve à manger pour les chevaux. Et donc, parfois du foin, parfois de l'herbe, parfois un bord de rivière, parfois à la tâche, parfois un paddock. Parfois auprès du marchand de matériaux locaux qui avait du granulé à base de luzerne pour les lapins. Mais on a toujours trouvé de quoi nourrir les chevaux. Et ce changement d'alimentation n'a pas entraîné de coliques ou de Ben, soucis? on me fait un peu attention, bonne question. Ouais. Donc à Millau, on a été bloqué par les intempéries et je les ai nourris de luzerne. Mais je les ai beaucoup marchés et je donnais des petits paquets de luzerne toutes les 2 heures, marcher les chevaux, j'avais que ça à faire, voilà. Mais donc oui, ça aurait pu nous arriver, les changements de régime, c'est moyen. Bien, on ne cesserait de t'écouter, mais le temps tourne. Alors merci. Bravo Benoît. Merci à vous. Place à l'histoire pour ce deuxième candidat, Bernard Simzac, qu'on ne présente plus. Bravo. Premier régiment de lanciers de la garde. Qui descend de cheval. Ça va pour t'asseoir? Oui, ça va, ça va. Bon, c'est vrai que le sabre, c'est plus pratique à cheval que sur un tabouret de bar. Mais enfin, bon, il faut absolument amener l'ambiance. Bon, bonsoir, je me présente, Bernard Simzac. Biographie rapide, je suis né en région parisienne, études de chimie, 15 ans d'industrie dans le nucléaire, dont 10 en Afrique, déjà l'aventure. Puis retour en France et 30 ans de tourisme équestre. Le tourisme équestre, je l'ai pratiqué un petit peu avec des recherches militaires. Déjà, passionné d'histoire, passionné des sources du tourisme équestre, qui en fait étaient... nos ancêtres avaient tout inventé. Hein, on n'a fait que reprendre leurs habitudes. Des anecdotes que j'ai glanées chez mon père et mon grand-père qui, eux, avaient fait la guerre à cheval. Et pendant ces 30 ans de tourisme équestre, je me suis intéressé donc à l'histoire. J'en ai profité aussi pour organiser quelques manifestations. La route des Helvètes, 450 km entre Avenches et Bibracte. J'y étais. 76 cavaliers sur 450 km, 9 jours. Bibracte-Alésia. Et puis ensuite, eh ben, j'ai arrêté le tourisme équestre au bout de 30 ans, un petit peu de fatigue, et puis je voulais passer le relais à d'autres. J'ai arrêté le tourisme équestre, mais je n'ai pas du tout quitté le cheval et je n'ai pas du tout quitté ma passion pour l'histoire. Donc, au moment où j'ai arrêté, certains de mes clients et amis m'ont dit, ben, écoute, tu nous abandonnes en tant qu'organisateur de tourisme équestre, mais on pourra faire quelque chose ensemble. Et si on faisait de la reconstitution historique. Mon fils m'avait offert un livre très intéressant sur le premier régiment de lanciers de la garde, donc les lanciers polonais. Mes origines polonaises m'ayant un petit peu aidé aussi, nous sommes partis dans les reconstitutions qui nous ont menés, vous avez pu voir, à Moscou. Nous avons participé sur les lieux de la bataille, à la bataille pas de la Bérésina, mais de la Moskova. Nous avons participé à la campagne de Pologne, toujours en combat, puis Leipzig et la campagne de France, et les adieux, fameux adieux de Fontainebleau, où Napoléon, avant de partir pour l'île d'Elbe, a choisi d'emmener avec lui 105 cavaliers et tous des lanciers polonais. Donc nous nous devions, lors du retour de Napoléon, d'être présents, car c'était les seuls cavaliers qu'il avait avec lui. 4 années de préparation. Il ne s'agissait pas uniquement de choisir un itinéraire, il fallait le rechercher dans les livres d'histoire, dans les anciennes cartes. 4 années de préparation sur les livres, sur les cartes, nous ont permis, après quelques reconnaissances ponctuelles, d'en arriver cet été à se dire, est-ce qu'on est sérieux, est-ce qu'on est crédible, on va la faire. Et avec ma femme Véronique et ma fille Marion, nous sommes partis. Et là, on dit, bon, de Grasse à Grenoble, les mêmes étapes, au même rythme. Ce qui nous obligeait à terminer à 18h. On aurait pu finir plus tard, car c'était l'été, mais on voulait savoir ce qu'on ferait au mois de mars. Crédible, on l'était. Nos chevaux l'étaient.
Les étapes, il ne faut pas oublier, font entre 50 et 80 km par jour, à renouveler tous les jours, ce qui veut dire beaucoup de galops, même dans les montagnes, où on monte au trot et on descend plein pot, ça ne fatigue pas les chevaux et on gagne du temps. Cette reconnaissance nous a aussi permis d'incorporer dans notre préparation les populations traversées. Les gens nous ont connus et nous ont pris au sérieux. Les populations ont décidé des manifestations lors de notre passage au mois de mars. Le mois de mars, c'est la vraie route, aux vraies dates, avec les vrais uniformes. Les retombées, ça sera effectivement une opération ponctuelle, puisque nous faisons au moment du bicentenaire, mais les retombées sont très importantes. Mon ami Jean-Paul Massonnet organise des randonnées ouvertes à beaucoup plus de monde, beaucoup plus difficiles, et surtout, nous allons pérenniser ce circuit. Il est maintenant sur carte et il sera utilisable ensuite à souhait par tous ceux qui veulent se promener ou organiser des randonnées équestres. Merci Bernard, pile dans les temps. Précision militaire, napoléonienne, merci. Des questions. C'est la longueur du parcours de la route, c'est combien à peu près? 350 km. Uniquement sur la France ou sur d'autres? Ah, uniquement en France, 350 km de Golfe-Juan à Grenoble. Comme je le disais tout à l'heure, les étapes de montagne font une cinquantaine de kilomètres. Et l'une des étapes où il y a un tout petit peu de plaine, celle qui fait Malige-Gap, atteint les 80 km. Nos chevaux ont tenu, j'étais agréablement surpris. Bernard Pavie nous avait reçus. Et après l'après-midi, 50 km de galop, lorsqu'on a lâché les chevaux au pré, ils sont partis au grand trot. Au point de vue hébergement, comment ça marche? Alors, au point de vue hébergement, là, pour notre manifestation ponctuelle, toutes les municipalités ont été séduites, effectivement, par le principe et nous accueillent. Ils nous accueillent et en même temps, ils profitent de notre passage pour faire des manifestations, pour faire connaître leur histoire. C'est l'histoire locale de la région, pour faire savoir à leur population qu'il y a exactement 200 ans, eh bien, un empereur, 3 généraux, 600 grenadiers et 100 cavaliers sont passés là à un rythme quand même qui est un rythme d'enfer. Cela me permet aussi de rendre hommage à ces cavaliers et de comprendre un petit peu qu'à cette époque-là, ils avalaient les kilomètres. Et surtout de rendre hommage aux fantassins. Parce que nous avons relevé le défi, on a dit on va refaire ce qu'ils ont fait, mais pas les fantassins. Oui, mais j'ai une petite question aussi qui a été posée déjà pour des projets précédents. Au niveau de la logistique, comment vous avez assuré ce rythme-là? Vous avez des animaux de bas, comment vous avez concrètement assuré votre logistique? Vous parlez de la logistique des chevaux? Oui. Oui, bon, là nous aurons... Alors, la logistique des gens, je vous en ai parlé, il n'y a pas de problème. Les municipalités nous en reçoivent, donc il n'y a aucun problème. L'important, c'était la logistique des chevaux. Là, il y aura des dépôts et les chevaux auront une nourriture riche, équilibrée, adaptée, qui n'ait pas des problèmes de changement de nourriture. Il ne faut pas oublier que c'est en fait comme si on faisait 7 courses d'endurance les unes après les autres. Donc, il faut que les chevaux ils soient bien dans leur tête, bien dans leur ventre, bien dans leurs jambes. Bon, un support anecdotique à cette randonnée, si tu permets. L'histoire dit, et je ne pense pas qu'elle ait tort, que les lanciers polonais, n'étant pas remontés à l'époque, lorsqu'ils ont débarqué, ont porté leur pactage sur le dos jusqu'au moment où ils ont pu être équipés petit à petit. Vous allez faire pareil? Non, là, non. On va essayer de copier les lanciers de l'époque, mais c'était des jeunes gens. C'était des jeunes gens. Effectivement, ils ont été admirables, puisque lorsque Napoléon a débarqué à l'île d'Elbe, de l'île d'Elbe a débarqué à Golfe-Juan, il avait dans ses bateaux 4 chevaux. Donc, et il avait 100 cavaliers. Donc les cavaliers, au moins sur la première étape, qui va jusqu'à Serranon, n'avaient pas de chevaux et avaient leur équipement. Donc ils ont porté leur selle sur leur tête pendant pratiquement 80 km pour arriver à Serranon.
On ne va pas les copier jusque-là. On va quand même partir à cheval depuis Golfe-Juan. Mais nous n'emploierons aucun autre moyen de transport que nos pieds et nos chevaux. Dernière question de Bernard Oui. Pavie. Pour rebondir sur la question de Sylvie là, concernant la logistique, vous allez donc vous effectuez cette randonnée au mois de mars. Vous arrivez dans les Alpes, que je connais bien puisque j'y habite. Il y a un secteur à partir de Sisteron et jusqu'à Grenoble qui risque d'être très enneigé à cette période-là. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ce problème? Parce que bon, on le vit nous chaque hiver et vous, ça, vu la randonnée, enfin l'étape de 80 km que tu as effectuée cet été, si tu as des conditions de neige, ça risque d'être très difficile. Oui, effectivement, bon, il faut absolument qu'on la fasse, cette randonnée. La neige, on la connaît. J'ai été un des rares à organiser des randonnées d'hiver en Pologne dans les montagnes. Donc, je sais que jusqu'à 20 cm, les chevaux, ça ne les freine pas, au contraire, ils avancent. Au-delà de 50 cm, ça freine, et quand ça atteint 1 mètre, là, ça freine vraiment beaucoup. Et là, on sera obligé de redescendre sur la N85, itinéraire bis, un autre grand regret, mais le principal, c'est d'arriver le soir à l'étape. C'est passionnant, Bernard, mais le temps est terminé. Merci. Alors pour éclairer un petit peu cet itinéraire, je rappelle que c'est le départ, enfin c'est le retour de Napoléon de l'île d'Elbe jusqu'à Paris, qui a donné les 100 jours qui se sont clôturés, hélas, par la défaite de Waterloo. Oui, exactement. Voilà. Merci bien, bravo. Suivant. Le dernier dossier du prix de l'aventure, Stéphane Blaise. Bonjour. 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 Donc je me présente, Stéphane Blaise. Je marche depuis 2007 avec mon âne Marius. Mon âne, je l'ai eu à l'âge de 10 mois, il a 11 ans. Et depuis notre premier périple, nous avons marché environ 6000 km à travers les sentiers de nos belles régions. Et nous associons, j'associe, puisque lui me suit, nos périples à chaque année une cause. Nous récoltons au fur et à mesure de notre périple des dons pour des enfants malades et handicapés. Alors, je vous laisse regarder le teaser que j'ai. C'est un teaser qui a été coupé. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home. Tu vas pouvoir passer là?
les gars. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. Branches were sold by the color of green. Ground had rose then past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree. Voilà. Alors Marius, c'est plus qu'Anan, c'est mon compagnon de voyage, mon ami, enfin, on est tellement complices en chemin, on se regarde, on se comprend, je lui parle, il me regarde, enfin voilà, et un voyage sans lui, ça serait plus un voyage. Voilà. Bravo. Merci. Le temps est imparti et terminé, donc on passe aux questions. Oui, moi je voulais vous demander, en fait vous évoluez dans des coins très ruraux. Vous nous parlez d'ivresse de la liberté, enfin, c'est un très beau projet. Et en fait, je me posais simplement la question de savoir comment vous avez réussi à récolter près de 20 000 euros. Alors, moi je suis toujours étonné, mais c'est le charme des longues oreilles de mon âne. C'est la magie des yeux de Marius. Voilà, en chemin, moi je distribue des petites cartes. Les gens me donnent spontanément de l'argent ou envoient au dos de la carte, il y a une adresse, ils envoient un don. Après, il y a eu beaucoup de solidarité autour de mes randos. Un journal qui donne 1 euro par kilomètre, des gens qui s'associent pour trouver de l'argent. Et sur combien de temps en fait vous avez récolté cette somme? Depuis 2008. Et cette année, on revient avec 1 200 euros. Voilà. Vous avez fait le chemin de Stevenson? Oui, 2 fois. Ok, merci. La prochaine destination? Alors, j'écume les salons du cheval et de randonnée pour trouver des circuits. Je réfléchis entre le chemin de la Bête dans le Gévaudan et justement le chemin, la voie Napoléon au mois de mai si je peux partir. À la même cadence? Non. Non, nous on fait 20-25 km par jour et c'est bon, c'est difficile au pas de l'âne de marcher plus vite et on ne fait pas la course. Le principe c'est de se faire plaisir, de marcher tranquillement et de profiter. On l'a bien compris dans le petit film. Voilà. Alors, question, c'est moi. Comment tu fais pour te faire filmer? Alors, des gens qui m'accompagnent. Ouais. Moi, je mets la caméra. Mais Ouais. en fait, la vidéo, c'est Non, pas parce mon... que la rencontre avec les vaches, c'est quand même, Ouais. quand même assez, On était à 2. assez inattendu. Oui. Ouais. Ok, tu étais à 2. Voilà, Ok. voilà. C'est bien, il faut ça, oui. Merci. Et juste dans les projets, j'envisage un Tour de France. J'ai envisagé ça cette année, je pense l'année prochaine. Un voyage de 2-3 ans, la France, l'Espagne, Portugal, et remonter après par Séville, l'Italie. Voilà. Avec toujours une idée caritative derrière. Toujours, ça coûte pas plus d'argent et ça permet de rapporter un peu de sous à des enfants. Donc, Alors, à qui est donné cet argent? Alors la première année, on l'a fait pour la lutte contre la mucoviscidose. On avait récolté 3 800 euros. Les 2 années suivantes, on était parti pour un petit garçon polyhandicapé suite à une erreur médicale à la naissance. Une association créée par les parents, la grand-mère surtout. Et la famille voulait, l'enfant âgé de 8 ans ne voulait plus être médiatisé comme un enfant handicapé. Donc ils ont dissous l'association. Et moi j'ai fait une petite recherche Google autour de chez moi. J'ai trouvé une association qui s'appelle Solidarité Elisa,
et qui se mobilisent pour des enfants handicapés ou malades dont les parents ont besoin d'argent pour un fauteuil roulant, pour un aménagement d'une chambre ou simplement de l'équithérapie. Voilà. Et c'est des gens qui sont ni touchés par le handicap. Une petite minute pour Marc. Oui, c'est rien, c'est juste une question technique très rapidement. Au point de vue ferrure, vous en sortiez comment? Il n'est pas ferré. Pas ferré? Non. Donc il a le sabot suffisamment dur et les parties macadamisées, vous faisiez comment? Alors, il se met sur l'herbe. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci. Bien, merci. De lui-même. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bien voilà, le grand oral est maintenant terminé. Le jury va se retirer en salle de presse pour délibérer. Je vous invite à nous retrouver à 18h précise sur la place du tourisme équestre pour la remise des prix. Merci à tous.